Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, afin de favoriser un dialogue inclusif, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo a amnistié tous les opposants politiques. Le dialogue national doit se tenir au mois de novembre. Qui succédera à Abdou Diouf, secrétaire général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie? Ils sont 5 à prétendre à ce poste et seront départagés les 29 et 30 novembre à Dakar, capitale sénégalaise. Et au Maroc, la première centrale thermosolaire entrera en fonction en 2015, baptisée Nour 1. La centrale de Ouarzazate s'inclut dans un vaste projet de développement de l'énergie solaire d'un coût total de 7 milliards d'euros. Comme annoncé en titre en Guinée équatoriale, amnistie pour tous les opposants en vue d'une participation au dialogue national prévu pour le mois de novembre. Une amnistie qui a été signée ce mardi par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo et qui vise à réunir toutes les forces vives du pays autour des pourparlers. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Serge Kofi. Une amnistie générale pour tous les opposants condamnés par les tribunaux de Guinée équatoriale pour les délits politiques dans l'exercice de leur activité. C'est ce qu'a décrété le président équato-guinéen Obiang Bassogo ce mardi. Plus aucun opposant au régime ne sera donc inquiété et tous pourront participer au dialogue national entre toutes les forces politiques du pays, légalisées ou non sur le territoire national ou en exil. Une table ronde opposition et pouvoir prévue pour le mois de novembre prochain. La signature de cette amnistie est une garantie pour ceux qui sont à l'extérieur, pour qu'ils sachent qu'ils auront toute la sécurité à l'intérieur du pays. Le gouvernement ne peut pas signer l'amnistie et après la violer. Tout ceci est parfaitement bien établi. Début septembre 2014, face à la persistance de l'opposition, le président équato-guinéen acceptait de réunir toutes les forces politiques autour d'une table. Pour les partis de l'opposition tels que la Convergence pour la démocratie sociale, le CPDS ou Force démocrate républicaine, le FDR, il fallait des conditions préalables. L'opposition réclamait une amnistie pour tous les opposants en exil et une légalisation de certains partis politiques avant de s'asseoir à la table du dialogue national. Le fait que le président de la République accepte le dialogue et qu'il accepte aussi l'une des conditions importantes signifie qu'il faut continuer de négocier pour arriver à un véritable dialogue. Notre intention n'est pas de faire un dialogue pour faire un dialogue. Nous ne voulons pas un dialogue fantoche. Nous voulons un dialogue qui arrive au changement réel de la situation politique et sociale en Guinée équatoriale. L'amnistie est effectivement un pas positif, il en manque d'autres. Il faut continuer nos efforts et mettre la pression pour qu'on arrive à un dialogue sincère. À quelques semaines de la tenue de cette table ronde, opposition et gouvernement restent sur leur garde. Du côté de l'exécutif, on persiste. Ce n'est pas une conférence nationale, mais un dialogue inclusif. Côté opposition, pour que cette rencontre ne se transforme pas en un dialogue de sourds, elle assure qu'elle doit avoir son mot à dire sur le cadre et les modalités de cette table ronde. Dans le reste de l'actualité, ce mardi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution dans laquelle il prolonge jusqu'au 15 mars 2015 la présence de la force de l'Union européenne déployée en Centrafrique. Un prolongement qui intervient alors que le pays est toujours le théâtre d'affrontements entre milices rivales. Ces derniers jours, les autorités ont recensé 7 victimes à Kouango et ses environs dans le centre du pays. Les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, se réuniront à Dakar, capitale sénégalaise, les 29 et 30 novembre prochains. Le sommet sera l'occasion d'élire le nouveau secrétaire général de l'institution. Et pour le moment, 5 candidats, dont 4 Africains, sont en lice pour succéder à Abdou Diouf à la tête de l'OIF depuis 2002. Birama Saoudera, commentaire Idlet Mirabel Bissou. Succéder à Abdou Diouf au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, voilà le souhait de 5 candidats, dont 4 Africains. Il s'agit de Jean-Claude Lestrade de l'île Maurice, Henri Lopez du Congo, l'ancien président burundais Pierre Buyoya, Augustin Zonfumou de la Guinée équatoriale et l'ancienne gouverneure générale du Canada, Michaël Jean. Les candidats sont en campagne dans les capitales des pays membres pour présenter leurs projets aux chefs d'État et de gouvernement. Pour les observateurs, le poste de secrétaire général représente une grande responsabilité et des enjeux importants au sein de l'espace francophone et même sur le plan mondial. Le secrétaire général est au service et est là pour s'assurer que les exigences posées par les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie se réalisent. C'est clairement une exigence de construire une stratégie économique
pour la francophonie et faire en sorte que l'on mette davantage d'accent sur le développement. Les programmes diffèrent d'un candidat à un autre. Certains estiment que l'équipe sortante a un bilan positif. Toutefois, Pierre Buyoya, l'ancien président burundais et candidat à la succession d'Abdou Diouf à la tête de l'OIF, pense que la francophonie doit suivre et s'adapter à l'évolution du monde. Mes priorités, c'est d'abord ancrer la francophonie dans son identité. Son identité, c'est la langue française, et c'est la culture, ou les cultures des pays de l'espace francophone. C'est aussi la francophonie devenue une organisation internationale, l'OIF, son positionnement au niveau politique. Dans quelques semaines, le voile sera levé sur le prochain secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Aucune date limite n'étant fixée avant le sommet de la francophonie les 28 et 29 novembre à Dakar, d'autres candidatures ne sont pas à exclure. Le président guinéen Alpha Condé a procédé ce mardi à un léger remaniement ministériel avec la nomination de 2 nouveaux ministres. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Cheikh Talibi Silla, a été remplacé par Idrissa Thiam. Au département de la sécurité et de la protection civile, Mamoudou Cissé remplace Madifing Diané. Le Nigeria n'est plus touché par Ebola. La maladie aurait été vaincue dans le pays et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a ainsi annoncé la fin officielle de l'épidémie au Nigeria. Un soulagement pour les populations nigérianes, mais aussi pour tout le continent qui prend conscience qu'Ebola n'est pas une fatalité. Afolake Oyinloye et Khadija Asfar. 42 jours sans nouvelle infection, soit 2 fois la durée maximum d'incubation du virus. Voilà une nouvelle qui soulage le Nigeria et tout son système sanitaire. L'annonce a été faite par l'Organisation mondiale de la santé, qui salue l'efficacité du dispositif mis en place par le pays dans sa lutte contre la fièvre hémorragique. Il faut dire que le Nigeria possédait déjà un système de santé suffisamment robuste avant que l'épidémie ne se déclare. Le virus est parti pour l'instant, l'épidémie a été vaincue. C'est une histoire spectaculaire qui montre que le virus Ebola peut être contenu. Nous avons gagné une bataille, la guerre ne se termine que lorsque l'Afrique de l'Ouest sera déclarée indemne de la fièvre Ebola. Sur 20 cas déclarés, 12 ont été traités et entièrement guéris. Pour les survivants, un nouveau défi se présente. S'il y a quelque chose que le gouvernement fédéral peut faire en particulier, ce serait en termes de stigmatisation. Il a un long chemin à faire au sein même de l'entreprise, les études, la famille, etc. Pour l'OMS, la réussite du Nigeria doit encourager les autres pays touchés à redoubler d'ardeur dans la lutte contre le virus. Le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée sont les pays les plus touchés, avec déjà plusieurs milliers de décès. Et à noter que selon le dernier bilan publié par l'OMS, à la date du 13 octobre, l'épidémie d'Ebola a fait 4 555 morts sur 9 216 cas enregistrés. La première centrale thermosolaire du Maroc entrera en fonction en 2015, basée à Ouarzazate. La centrale, baptisée Nour 1, est au cœur de la nouvelle stratégie énergétique du royaume qui accorde une priorité au développement des énergies renouvelables et au développement durable. À terme, en 2020, l'État marocain ambitionne de produire 2000 MW d'énergie solaire. Diaran Diaye et Hanan Farou. La première centrale thermosolaire du Maroc entrera en fonction en 2015. Les progrès du chantier du parc de Ouarzazate devraient permettre à la centrale Nour 1 de devenir opérationnelle en 2015, comme le projet le prévoyait. Le Maroc est amené à diversifier ses sources énergétiques, en ce sens où il s'achemine vers 40% de ses besoins en énergie renouvelable contre 5 à 5% actuellement. Ce qui fait que le Maroc a tout intérêt à développer de nouvelles sources d'énergie. Le solaire en fait partie évidemment dans la mesure où c'est un pays qui connaît un temps, je dirais, propice à la réception de rayons solaires pour les panneaux solaires.
D'un montant de plus de 600 millions d'euros, cette première centrale thermosolaire doit permettre de générer 160 mégawatts. Le Royaume entend disposer à terme de 5 parcs solaires. Un exemple que d'autres pays africains suivront dans les prochaines années, comme nous l'explique notre éditorialiste Camille Sari. Bien sûr que le Maroc peut donner l'exemple, et non pas seulement il doit donner l'exemple, mais il doit peut-être aussi coopérer avec ses voisins. Moi, je suis un partisan pour un plan énergétique non renouvelable à l'échelle de toute l'Afrique du Nord, mais cette expérience, ce potentiel, une fois développé, il pourra s'appliquer à l'ensemble du continent africain. Nous savons également que la rentabilité de tels projets ne peut être que si c'est opéré de façon massive à une grande échelle. C'est pour ça que ces technologies, ce savoir-faire, il ne peut être rentable à terme que s'il se fait aussi avec d'autres pays de la région. Le projet marocain de l'énergie solaire vise la mise en place en 2020 d'une force de production électrique à partir de l'énergie solaire d'une capacité totale de 2000 MW sur 5 sites. Ce programme augmentera la part de l'énergie solaire dans la capacité électrique totale à 14% à l'horizon 2020 et évitera l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2 par an. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.